Salut les décrochés! Aujourd'hui, Théo Audebeau nous fait découvrir son métier qui le passionne tant et qu'il pratique avec beaucoup de respect et de bienveillance envers ses passagers. Petit disclaimer, cet épisode a été enregistré 1 an avant sa publication. Je vous invite donc à vérifier certaines informations par vous-même dans le cas où elles auraient évolué. Bonne écoute! Bonjour à tous! Aujourd'hui, je suis avec Théo Audebeau. Bonjour Théo! Bonjour. Et bienvenue, nous sommes à Chamonix, chez Maude Perrin. Maude, merci beaucoup de nous accueillir chez toi, si tu nous écoutes. Théo, je vais commencer par la question traditionnelle, donc je te laisse te présenter, comme tu le souhaites, à nos auditeurs et nos auditrices qui ne te connaîtraient pas. Je m'appelle Théo Audebeau, j'habite à Annecy, je suis moniteur de parapente. Je fais du parapente depuis 20 ans à peu près, et ça fait 13 ans que je suis moniteur. J'ai appris dans le Lot, dans une école qui s'appelle Parapente Vallée, avec Hervé et Céline. Et je suis arrivé dans la région donc il y a 13 ans à peu près, juste après mon diplôme, où j'ai commencé en ski. Et puis après, je me suis vraiment basé sur Annecy et je fais pratiquement plus de tandem l'hiver. Si j'ai bien compris, tu as commencé à faire du parapente avec ton papa, après, plus ou moins en même temps que lui. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui t'a motivé à te mettre au parapente? Tu as commencé dans le Lot et comment est-ce que tu as transitionné vers la Haute-Savoie aujourd'hui? Alors avec mon papa, on faisait du kite, mais c'était un petit peu loin de la maison. Et lui, 1 an avant moi, s'est mis au parapente, donc plus adapté là où on vivait. Et puis je pense que ça l'arrangeait plus qu'on fasse du parapente que du kite. Et du coup, il m'a demandé un jour si j'avais envie de voler. Et forcément, à 12 ans, tu fais ouais, papa, je veux voler, c'est sûr. Je savais même pas à quoi ça ressemblait un parapente. Ouais. Et c'est comme ça que du coup, je suis allé faire mon premier stage. C'était 1 an pour avoir le brevet de pilote. Et voilà, je crois que ça m'a pris un peu plus de temps, mais en gros, on faisait ça tous les week-ends, tout le temps, autant que possible. Trop bien. Et tu voles encore aujourd'hui avec ton papa? Lui, il vole un peu moins, ça m'arrive de voler avec lui, on fait encore quelques tandems. Il habite dans le sud et dans un endroit qui est très venté, il vole un peu moins aujourd'hui, mais ça m'arrive encore. On va au Pilat, on a passé beaucoup d'heures au Pilat quand on était gamin, du coup c'est un peu la tradition d'y retourner. Trop bien. Ensuite, après t'être mis au parapente, tu as fait le pôle espoir à Font-Romeu. Oui. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir? Qu'est-ce que tu es allé chercher et qu'est-ce que ça t'a apporté? Gamin, j'étais pas trop école, et je pense qu'il y aurait pas eu le pôle, je serais pas forcément resté dans les études. Et par contre, une école où c'était possible de voler, c'était obligé, fallait que je tente. Et oui, je pense que c'est pour ça que je suis allé jusqu'au bout du lycée, sinon clairement, j'aurais arrêté avant, je pense. Et du coup, meilleures années de vol, hein. On a des coachs tout le temps, on vole tout le temps. Et puis en plus de ça, on peut partir se balader. Il y a une navette qui nous suit en bas. C'est trop bien. C'est Incroyable. le paradis pour quand t'es gamin et que tu veux voler beaucoup. La compétition, c'était un peu un autre aspect. J'étais pas trop attiré par la compétition de base. C'était un peu genre, ok, je veux bien faire de la compétition. Ça, je l'ai pas trop dit au début. Et je pense de toute façon, mon coach à l'époque, nos coachs, ils l'ont vite compris avec moi. Ouais. Je me rappelle un jour, Marco Rispoli, donc, qui était le coach au Pôle Espoir quand moi j'y étais, m'avait lâché un météo, c'est un contemplatif. Donc ouais, pas trop compète. J'étais déjà gamin, j'étais déjà en mode, je regarde, c'est beau, je m'arrête à un endroit parce que c'est joli. La course, des fois, j'oubliais un peu. Ouais. Ok. Bon, et est-ce que à ce moment-là, tu savais déjà que tu avais envie d'être moniteur? Absolument pas. Non, vraiment pas. Même en quittant le lycée, ça m'avait même pas traversé l'esprit. Ok. Ouais, on m'a pas vraiment mis trop ça en tête. C'était pas mes ambitions à la base, hein, sans dévaloriser le métier. Et en fait, c'est juste à la sortie du lycée, moi qui voulais plus faire d'études, mon père il m'a dit mais passe au moins ton monitorat, comme ça tu mangeras pas des pâtes toute ta vie. Et j'ai fait ouais go, hein. De toute façon j'ai déjà les points compètes et tout. Et du coup j'ai fait ça et j'ai remboursé mon prêt étudiant que j'avais fait pour la formation en juste la saison d'hiver. Et j'ai kiffé j'ai bossé sans avoir l'impression de bosser, j'ai kiffé de ouf.
Et je me suis dit, mais là, en fait, j'ai mis le doigt sur quelque chose quand même d'assez stylé. Et du coup, 13 ans après, je suis encore là. Eh ben, je suis d'accord avec toi, tu dois avoir le plus beau bureau du monde. Donc aujourd'hui, tu es moniteur principalement à Annecy. Globalement, tu fais principalement des biplaces. Je sais que tu as fait ta formation il y a un petit bout de temps et que les choses ont changé depuis. Donc vous qui nous écoutez, je vous invite à faire aussi vos propres recherches. Mais je pense que tes réponses peuvent déjà aider les pilotes qui nous écoutent et qui souhaiteraient s'informer sur le monitorat pour potentiellement se professionnaliser. Donc en France, pour être moniteur, il faut suivre une formation. Déjà, la base, quels sont les prérequis techniques et en termes de niveau de pilotage ou même d'autres critères indispensables pour espérer intégrer la formation du monitorat? Alors pour l'intégrer, la formation, ça a pas trop changé. Il faut avoir fait de la compétition. Ce qui a évolué par rapport à l'époque où moi j'ai passé la formation, c'est qu'aujourd'hui on peut rentrer dans la formation avec point de CFD, Coupe fédérale de distance, de cross libre, en gros, de la distance qu'on fait sans être dans un cadre de compétition organisé, et aussi les points de compétition qu'on peut faire en voltige. Il me semble qu'à l'époque, quand moi je l'ai passé, c'était vraiment que la compétition de cross. Aujourd'hui, c'est quand même vachement plus ouvert, mais c'est pareil, il faut faire un certain nombre de points en compétition. Et après, une fois que tu as ces points-là, tu fais ton dossier que tu présentes à l'ENSA. Si tu es présélectionné, il y a un week-end ou 3 jours de sélection à Chamonix. Et de là, si tu es accepté dans la formation, il y a 3 lieux en France. Il y a les Alpes du Sud, les Alpes du Nord et les Pyrénées comme centre de formation. Et la formation aujourd'hui dure 2 ans. Moi, à l'époque où je l'ai passé, c'était un BPGEPS. C'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, c'est un DEGEPS. Et du coup, leur formation durait 9 mois. Le BPGEPS et le DEGEPS, la différence. Donc le DE, c'est diplôme d'État. Ouais, c'est ça. Ouais. Et à ton L'autre, époque? c'est brevet professionnel. D'accord. Moi, c'était 9 mois. C'était assez court. Et moins complet qu'un DE aujourd'hui. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça a été abandonné. Ça n'existe plus le BPGEPS aujourd'hui. Aujourd'hui, pour être moniteur, c'est 2 ans de formation en alternance avec une partie en centre-prise et des UC à passer dans le centre de formation. Et voilà, faut prendre le temps et surtout, en fait, il faut, mais ça on le conseille, tout le monde le conseille aux gens, c'est de voler beaucoup pour soi avant d'aller droit vers le monitorat. C'est bien d'emmagasiner un maximum d'expérience avant et pas simplement avoir juste le niveau d'être moniteur. Déjà pour se faire plaisir, pour acquérir de l'aisance et pas générer de la frustration après parce que dès qu'on est moniteur, on vole un peu moins pour soi, un peu plus pour les autres. C'est exactement une question que j'allais te poser par la suite. Mais pour rester dans la formation, qu'est-ce qu'on y apprend de plus qu'un BPC qui a la QB, qui fait de la compète, etc. Quels sont les apports qu'on a? Alors, on va pas apprendre plus en technique, voire même potentiellement sur le temps d'un DE, on va peut-être même un peu régresser puisqu'on va voler un peu moins pour soi. Ça dépend un peu de dans quel centre on est et puis aussi de la météo qu'il y a pendant le temps de la formation. Moi, j'avais très peu volé dans les Pyrénées, des collègues qui étaient dans les Alpes, ils avaient beaucoup plus volé. C'est vraiment l'apport pédagogique. Donc l'aspect sécu et vraiment beaucoup de pédagogie. C'est ça qu'on apprend pendant le DE. Et puis après, aujourd'hui, on peut se spécialiser. Il y a des spécialisations aussi dans le SIV, donc stage incident de vol. Les vols en tandem avec des personnes handicapées. Il y a plein de trucs en plus qu'on va apprendre qu'on n'apprend pas du tout quand on passe un brevet de loisir, quoi. Ok, très bien. Tu m'ouvres un petit peu la voie pour la prochaine question. Est-ce qu'il est possible de se spécialiser en tant qu'élève moniteur dans le sens où est-ce qu'on peut, par exemple, enseigner que du cross ou que du speed ou que de l'accro, ou est-ce que ça vient après avec l'expérience? Est-ce que ça se construit à l'école ou après l'école en fait? Alors le DE aujourd'hui permet de faire de l'enseignement jusqu'au brevet confirmé, enfin en gros tout l'éventail des différentes pratiques qu'on peut faire en parapente. Moi à l'époque en tant que BPGEPS, c'est brevet de pilote. Je pouvais pas partir en cross avec mes élèves. Moi je suis limité encore aujourd'hui à ça. Je fais peu d'enseignement donc ça me dérange pas. Mais si demain je veux partir en cross avec mes élèves, il faudra que je repasse quelques UC pour avoir un équivalent. Là, il y a des passerelles qui existent et tout ça, mais c'est possible pour moi de passer un DE, mais il faut que je repasse quelques formations. Mais en soi, pendant la formation, on va apprendre tout l'éventail des disciplines, et après, une fois qu'on est moniteur, on peut choisir de faire plus de l'initiation, plus du perfectionnement,
du cross, du civ, voilà, ou plus du tandem. Ça, chacun fait un peu comme il l'entend après coup, quoi. Et Théo, dans ton métier de la vie de tous les jours, qu'est-ce que tu apprécies le plus et qu'est-ce que tu apprécies le moins? Il y a beaucoup de choses que j'apprécie. Aujourd'hui, je pense que j'échangerai mon métier contre aucun autre. Qu'est-ce que j'apprécie le moins? Bon, l'emploi du temps est particulier quand on est moniteur de parapente. Moi, personnellement, c'est très concentré sur la saison estivale, donc avril à fin septembre, début octobre. Pendant cette période-là, il faut un peu oublier tout le reste, à part si on est très organisé ou très réactif dès qu'il y a des opportunités pour aller faire autre chose. Mais sinon, ouais, c'est très concentré, c'est assez intense sur cette période-là. Les années passant, je m'organise pour pour me libérer plus de temps et tout ça, mais c'est pas forcément évident. Ça laisse par contre beaucoup de temps l'hiver pour ceux qui ont les moyens de pas forcément avoir à bosser ou moins bosser. Bah, il y avait deux questions qui s'enchaînent. Donc, c'est une année type pour un moniteur. Donc, tu viens de parler un petit peu de cette saisonnalité. Mais dans la belle saison, ça ressemble à quoi une journée type? Alors, la belle saison, c'est large parce que en fait, il y a vraiment les intersaisons, que le printemps et l'automne, où là, c'est quand même assez calme. Ça va travailler les week-ends et tout ça. En tout cas, moi, personnellement, en biplace. En revanche, ceux qui font de l'enseignement, eux, ils peuvent avoir une intersaison assez intense. Donc, un printemps, un automne assez intense. Par contre, juillet-août, ça va être vraiment genre 7 jours sur 7, entre 8 et 10 heures par jour, si pour ceux qui le souhaitent, hein, parce que, encore une fois, il y a possibilité de prendre des jours de congé. Nous, on essaye d'en prendre de plus en plus et tout ça, mais c'est pas trop dans la mouvance de cette activité-là. Surtout quand il fait beau, on en profite. Il y a toujours des saisons où finalement peut-être on va bosser 2-3 mois intensément, puis le reste du temps, la météo permet pas de bien travailler. Donc là, pour le coup, l'enseignement, c'est pas mal pour ça. Biplace, il fait moche, on peut pas voler. En enseignement, on peut encore donner des billes à ses élèves, même si la météo est pas exceptionnelle. Et quelles compétences, en dehors de celles d'être un bon pilote, sont indispensables pour être un bon moniteur? Donc, tu peux parler d'un point de vue de biplaceur, du coup. Je pense qu'il faut être passionné. Vraiment, c'est ça qui fera d'un moniteur, je pense, un bon moniteur ou biplaceur, peu importe. Et puis, avoir de la patience, avoir de l'empathie. Et puis, travailler sa vulgarisation. Je pense que l'empathie et la patience et la passion, c'est les trois choses, pour moi, les plus importantes. Ok. Là, on arrive à la fameuse question que tu avais commencé à aborder tout à l'heure. C'est, il y a plein de gens qui disent, lorsqu'on est moniteur, on vole plus pour soi, on vole pour les autres. Il y a plein de pilotes que j'entends dire, le jour où j'ai envie d'arrêter de voler, je deviendrai moniteur. Trop triste. Voilà. Est-ce que tu te retrouves dans ce discours? Est-ce que c'est vrai que tu voles plus pour tes passagers que pour toi? Je dirais qu'on est sur du 50-50. Alors ça, c'est un sujet un peu... tout le monde n'est pas d'accord, mais moi, je pense que pour garder la passion, si on s'oublie, on la perd. Et si tu perds la passion, je vois pas comment tu peux la communiquer à quelqu'un. Donc pour moi, il faut vraiment pas s'oublier dans ce métier-là. Je peux pas trop parler dans l'enseignement parce que moi, je sais que j'ai pas fait beaucoup d'enseignement et que justement, c'est ce qui me manquait de voler quand je faisais de l'enseignement. Et c'est pour ça que je suis revenu vers le biplace. Mais non, vraiment, aujourd'hui, je dis je vole autant pour moi que pour mes passagers. Bien sûr, mes passagers, c'est toujours la priorité. Et je vais jamais prendre des décisions pour moi au détriment de l'expérience que peut avoir mon passager. Mais vraiment, je vais tout faire pour concilier les deux et pas m'oublier. Parce qu'en fait, j'aime ça. Puis j'ai envie de continuer à progresser aussi de mon côté. Mais voilà, je vais essayer de toujours concilier les deux et pas m'oublier. Ça dépend vraiment, ça c'est le spirit de chacun, je pense. Pour ma spécialisation dans le tandem, ça va donc je peux en parler un petit peu à ce niveau-là. Ça, en enseignement, c'est un peu plus difficile pour moi d'en parler, mais en tandem, je sais que ça dépend vraiment des pilotes. Je pense que c'est un peu comme un couple, la relation qu'on a avec notre profession. Si on fait plus d'efforts, on perd un peu le goût, perd un peu la passion. Et si on le travaille et qu'on s'applique, et en fait, c'est quelque chose qui peut constamment évoluer, constamment progresser. Et du coup, ça rend le métier vachement plus beau et vachement plus sympa et plus facile à faire à long terme. Moi, je me vois pas faire un autre métier. Donc, j'ai pas le choix que de faire en sorte de toujours l'apprécier et tout ça. Si... Les premières années, je faisais vraiment que du tandem et genre, sans trop me poser de questions, je rentrais mes 60 balles après le vol. J'étais là en mode, mais je vis dans le plus... c'est magnifique, quoi. Ouais. Et je pensais que ça me suffirait. Au bout de 3 ans, ça m'a vraiment déprimé. Okay. C'est pour ça que j'ai fait à ce moment-là 2 années d'enseignement, j'ai tout arrêté.
J'étais là en mode, ouais, j'arrête le tandem. En fait, je suis en train de perdre le goût du parapente. Ok. Et, euh, et j'ai fait 2 années d'enseignement. Et au bout de 2 années d'enseignement, j'ai compris en restant au sol qu'en fait, j'aimais quand même bien voler. Mais par contre, je me suis dit, je vais réattaquer le biplace euh, en essayant d'y apporter d'autres dimensions. Et à ce moment-là, moi, ça a été la photo. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire des belles images. Ouais. Et puis, ça m'a permis d'apporter un truc en plus de ce que je faisais d'habitude. Et en fait, au fil du temps, en fait, il y a plein de choses qui sont venues agrémenter tout ça, qui font qu'aujourd'hui, le travail de biplaceur, il est ultra complet sur plein d'aspects. Et qu'en fait, chacun peut être travaillé de manière indépendante, en fonction aussi beaucoup des passagers, mais en fonction de son humeur, en fonction de sa forme. Et qui fait qu'en fait, on peut progresser à l'infini. Euh, Je sais plus la question de base que tu m'avais posée. Il n'y a pas de souci. La question, c'était, est-ce que tu te retrouves dans le discours de, quand on vole plus pour soi, mais que pour ses passagers. Donc, On tu vole, m'as dit que on vole en 50-50. fait, on vole moins pour soi, c'est sûr. Si toi, t'aimes voler en cross, ça va être un peu plus compliqué. Si tu veux faire de l'acrobatie, tu peux faire quelques trucs en tandem, mais ça va être plus compliqué si ça dépend un peu de tes ambitions. Moi, je sais que j'aime tellement le partage que, en fait, genre vraiment, je kiffe de ouf le biplace, même quand je suis en solo. Il y a des fois, je suis là, ah, c'est magnifique, c'est trop bien. Putain, je suis en train de le vivre tout seul, en fait. J'aimerais bien avoir un passager. Ouais, genre, je me dis, putain, si là j'avais quelqu'un, je pourrais partager ce moment. Donc voilà, moi, moi, je suis un peu comme ça. Je sais que je partage pas forcément ça avec beaucoup de gens. Les gens comprennent pas forcément. Mais voilà, moi, en tout cas, c'est pour ça qu'aussi, je me lasse pas du tandem, quoi. En tout cas, ça transparaît énormément dans tes vidéos, la passion que tu as de partager les vols et ta connaissance avec tes passagers. Tu as très bien répondu à la question de si tu devais recommencer ta carrière, est-ce que tu choisirais le même parcours? Eh bien, je pense qu'on a la réponse, c'est que oui. Peut-être pour clôturer ce petit chapitre monitorat, 2 questions. La première, est-ce que tu as quelques conseils à donner à quelqu'un qui souhaite intégrer la formation, enfin, qui vise la formation du monitorat? Déjà, comme je disais tout à l'heure, voler beaucoup pour soi. Faire vraiment réaliser un peu ses rêves de parapentiste, que ce soit en cross ou en acrobatie ou en marché-vol, peu importe. Prendre un bon volume technique et un beau volume et travailler bien sa technique. Et ensuite, autant que possible, au moment où on choisit de rentrer en formation, pour faire ses points de compétition et tout ça, vraiment se dégager un maximum de temps, au détriment peut-être un peu du confort ou quoi, mais vraiment se donner les moyens d'y arriver. S'inscrire absolument à toutes les compétitions, toutes sans exception, parce qu'il y a déjà une bonne partie qui seront annulées. Ouais. Et puis il y a quelques compétitions où on va faire des erreurs et puis on aurait pu scorer, mais en fait ça va pas marcher. Donc vraiment s'inscrire à toutes les compétitions, faire de la CFD à côté. Et une fois qu'on a les points de compétition, travailler sur la façon dont on va pouvoir le financer. Donc il y a plein d'options à ce niveau-là. Si on a travaillé, c'est assez facile. On a toujours cotisé pour des comptes formation. Les régions peuvent financer. Si on est jeune, il y a plein d'aides. Moi, j'ai pas payé la partie pédagogique. Il y a une partie, c'est la région. Moi, c'était la région Occitanie qui m'a payé ma formation. Et ça, d'ailleurs, c'est un petit tips à donner à tous ceux qui veulent rentrer en formation. Même si vous ne faites pas partie de la région Occitanie, elles peuvent financer votre formation. À confirmer, mais je suis quasiment. Wow. J'ai entendu ça, quelqu'un qui s'est fait financer sa formation en Occitanie alors qu'il était en Rhône-Alpes. Et voilà. Donc ça, c'est possible. Et eux, pour le coup, financent assez facilement ce type de formation-là. Voilà. Et puis, si c'est possible de financer en autofinancement, très bien. Au pire, vous pouvez dire que c'est votre grand-mère qui vous file la thune. Mais l'important, c'est qu'aussi le centre de formation sache que vous allez avoir un financement. Ça sera un peu compliqué si vous ne pouvez pas payer la formation. Ça réduit vos chances d'être sélectionné quand même. Et puis, oui, c'est un critère avant, au moment où on... Je sais pas. Je pense que ça rentre en ligne de compte. Quelqu'un qui n'a pas du tout travaillé son financement, on va lui dire oui, vas-y, viens, mais en fait, si tu peux pas payer, c'est compliqué, quoi. Ok. I don't know, je sais pas à quel point ça compte, mais c'est une partie quand même importante et de toute façon qui va prendre du temps le jour où tu seras en formation. Donc ouais. Et puis après, arriver avec beaucoup d'humilité le jour de la formation, tu vas te retrouver en face de gens qui n'ont pas forcément exactement la même vision que toi et tout ça, mais bon, tu es là pour apprendre, donc voilà, faut beaucoup écouter, un peu prendre sur soi et puis
puis prendre tout ce qu'il y a à apprendre. Et puis après, de toute façon, ton évolution de moniteur, tu la feras avec l'expérience. 2 ans, même 2 ans, je suis pas sûr que ça suffise. On apprend ce métier-là avec le temps. Par contre, on nous donne vraiment des bonnes bases pour prendre soin des gens, qui soient en sécurité avec nous. Et c'est ça le plus important déjà à la base, avoir des bons apports pédagogiques. Et ben voilà, vous avez plein de petits conseils pour préparer votre parcours. Théo, une dernière question sur cette thématique, un peu plus prospective. Comment est-ce que tu vois l'avenir du métier de moniteur? Et est-ce qu'il y a des progrès ou changements que tu souhaites voir arriver dans le futur? Ah, c'est super large comme question. Ouais. Mais ouais, j'ai déjà des choses qui me viennent en tête. Je pense que le parapente, il a des belles années devant lui. C'est en pleine expansion. C'est un sport qui est un peu plus cher que quand moi j'ai commencé. Peut-être qu'aujourd'hui il est un petit peu moins accessible qu'avant. J'espère que qu'à un moment ce sera pas trop élitiste en termes de revenus, d'accessibilité. Par rapport à l'avenir du métier, là en ce moment c'est une période un petit peu particulière pour le corps enseignant du parapente. Ouais. Parce qu'on on a pas mal de problèmes avec les assureurs. Le parapente coûte cher aux assureurs. Du coup, ça pose pas mal de questions sur notre façon d'enseigner et tout ça. La fédération, elle travaille dessus. Je pense qu'on a une activité qui est encore en pleine croissance. Donc voilà, ça bouge beaucoup sur ces lignes-là aujourd'hui, surtout sur l'aspect sécu. J'espère que ça ne deviendra pas trop fermé, qu'on gardera toujours un peu de liberté dans la façon d'enseigner et tout ça. Mais de toute façon, ça va faire que évoluer ça. Et je sais pas trop comment ça va évoluer dans le futur. J'espère qu'on gardera quand même des libertés et bien sûr avec un maximum de sécurité. C'est toujours un peu la balance, toujours un peu difficile de trouver l'équilibre. Ouais, il y a pas mal de choses, je pense, qui vont changer à ce niveau-là les années futures. On a un système en France qui est un peu particulier, enfin pas particulier, mais qui est différent en Allemagne, par exemple, où le diplôme est obligatoire, où c'est vachement plus réglementé et tout ça. En France, on est encore assez libre, on peut acheter un parapente et puis aller voler. aller décoller, il ouais. suffit d'une assurance, une responsabilité aérienne, c'est la seule chose obligatoire. Même s'il y a peu de gens qui font ça, l'enseignement est assez peu valorisé quand même. Aujourd'hui, devoir intégrer un élève qu'il va falloir qu'il fasse 2 à 4 semaines de stage pour avoir les bonnes bases pour poursuivre sa carrière de pilote, c'est pas évident, ça coûte cher et tout ça. Mais comme c'est pas obligatoire, il y en a beaucoup qui vont faire une semaine, aller 2 max, et puis se retrouver un peu sur le terrain assez vite. Et puis il n'y a qu'à voir à la Forclaz, on passe 2 heures l'été, et puis on comprend qu'il y a un petit problème. Tu as l'impression qu'il y a 50-60% des gars qui décollent qui n'ont pas le niveau de se retrouver dans les conditions où ils volent. Et ça, je pense que c'est pas forcément que leur faute. Je pense que c'est un peu une question de culture et de façon dont on transmet le parapente. On a envie que ce soit hyper accessible, tout ça et tout ça. Et moi, je suis pour aussi tout ça, mais on cache un petit peu la réalité aussi c'est quand même un sport qui est dangereux. Et puis c'est un sport aussi, il faut prendre le temps de faire beaucoup de gonflage, de voler longtemps dans des petites conditions et tout ça. On n'est pas tous égaux avec notre feeling et tout ça dans l'apprentissage. Donc on a beaucoup d'exemples YouTube et tout ça où les mecs ils progressent super vite et tout ça, mais c'est pas forcément les super exemples. Oui. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Non, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent trop vite en vol. Et d'ailleurs, il y en a plein d'ailleurs qui se font peur ou qui ont l'impression que c'est eux le problème, alors qu'en fait, non, ils sont peut-être retrouvés trop vite dans des conditions trop fortes. Il faut prendre plus le temps, quoi. Waouh, merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse, Théo. On referme ce chapitre monitorat. Théo, tu n'es pas uniquement moniteur, tu es aussi et avant tout un pilote. D'ailleurs, un très bon pilote, comme te décrit Jean-Guillaume Chartier dans l'épisode de Safart. Tu es un artiste du parapente. Et c'est vrai qu'en regardant tes vidéos, on le sent, on le voit. Non seulement tu prends beaucoup de plaisir à voler, mais tu fais les choses bien, d'une belle manière, et on sent beaucoup d'harmonie dans ce que tu fais. J'imagine que tu voles aussi en solo, à côté de ton métier. Quelles sont tes disciplines de prédilection? Comment est-ce que tu voles? J'ai commencé par le cross. Voilà, j'ai fait pas mal de cross quand j'étais gamin, au pôle notamment. Et l'acrobatie, c'était pas trop dans la culture au départ, même si ça me faisait déjà rêver. Et j'ai commencé un peu l'accro quand je suis arrivé ici à Annecy. J'ai jamais eu un gros niveau, hein. Je fais les figures de base, je les fais tout à droite, pas trop à gauche, et pas trop de connexion. Voilà, j'ai un peu touché à tout, sans vraiment exceller ou pousser à fond dans chacune des activités.
Ouais, j'ai fait beaucoup de tandem. Je peux te dire que je suis pas Oui. mauvais en tandem. Pour Je le veux bien le reste, croire. voilà, je me débrouille sans, sans être exceptionnel. Voilà, j'ai encore plein d'axes de progression et Mhm. tout ça, c'est bien. Au bout de 20 ans, d'avoir encore 1000 trucs à À apprendre. apprendre exactement. C'est ce qui est cool avec les sports aériens, c'est qu'on continue d'évoluer tout le temps. Et qu'est-ce qui te fait kiffer quand tu voles? Qu'est-ce que tu apprécies? Je crois juste déjà le fait de voler. Là, je peux vraiment genre kiffer, avoir le smile sur un plomb. Voilà, tant mieux pour moi, hein. Euh, donc ça, c'est un bon avantage quand on fait du tandem parce qu'on fait beaucoup de plomb. Ouais. Mais non, ouais, juste le fait de voler et puis comme disait mon coach, je suis contemplatif, donc voilà, changer de site. Et puis bah, même Annecy, hein, pour le coup, ça change tout le temps. Donc de temps en temps, il y a des nuages, de temps en temps, il n'y en a pas. De temps en temps, c'est l'automne, de temps en temps, c'est le printemps. Bon, ça, c'est un peu partout, mais voilà, le lac, il change de couleur. Il y a de temps en temps de la neige. Ça peut être très joli. Des couchers de soleil. J'aime bien me déplacer. J'aime bien me poser à des endroits improbables. Ouais, assez simple, en fait, ma façon de voler, je pense. On sent la banane, le smile juste à l'idée de voler. Théo, à côté de ça, t'es un peu un couteau suisse du sport. Dans tes vidéos, on te voit faire du parapente, bien sûr, mais aussi du kite, du ski, un peu de speed, du base jump, aussi du VTT, je crois, avec ta chérie. Et tu mixes aussi le parapente avec diverses activités. Donc, par exemple, tu as eu une acrobate, Laurie, qui était suspendue 8 mètres sous ton parapente. Aussi, tu balances des personnes pour faire des sauts en parachute depuis ton biplace. Et il y avait quelqu'un qui faisait de la slackline suspendue entre deux parapentes. Enfin, voilà. Quel type de sport t'attire et qu'est-ce que tu cherches dans les sports que tu pratiques, en manière générale, parce que tu en fais pas mal quand même. Alors j'ai touché à pas mal de choses. Après, au final, les sports que je pratique encore pas trop mal aujourd'hui, c'est speed riding, speed flying, un peu de ski, VTT kite, ça fait longtemps que je n'ai plus touché. Ok. Et base jump, pas trop ces 3 dernières années, j'étais pas mal occupé sur la rénovation de ma baraque. Mais là, j'y reviens doucement. Base jump, c'est un peu la deuxième activité que j'affectionne particulièrement. Pareil, je pense en base, genre j'ai pas eu trop d'ambition de faire des dingueries. Je suis resté vachement sur des sauts assez peu techniques. Et je trouve que déjà, je mets déjà bien une bonne dose Ouais. avec ça. À la base, je suis venu au base jump, c'était parce que je voulais dépasser mon vertige. Waouh. Mais alors ça, j'ai tellement de personnes qui me disent ah mais jamais je ne pourrais faire de tandem, jamais je ne pourrais voler parce que j'ai le vertige. Peux-tu nous aider à définitivement trancher cette question? Peut-on faire du parapente si on a le vertige? C'est une très très bonne question. Ça, il faudrait vraiment que tout le monde, tous ceux qui pensent qu'ils peuvent pas voler parce qu'ils ont le vertige, entendent cette réponse. En fait, on n'a pas le vertige en parapente du tout. Ça veut pas dire qu'on peut pas être impressionné, hein. Ça peut être impressionnant, mais la sensation vraiment de vertige, déséquilibre, la vue qui se trouble, la besoin de se raccrocher et tout ça, Ouais. ça on l'a pas en parapente. Moi je l'ai quand je suis au sol dès que la pente elle est un peu trop raide. Et c'est vraiment un truc en parapente qu'on n'a pas. On peut par contre l'avoir quand on est encore les pieds au décollage. On arrive au décollage et on le fait ouf, je sais pas si je vais y arriver, Ouais. parce qu'on a encore les pieds au sol. Dès l'instant où on va décoller les pieds du sol, cette sensation là elle disparaît. Il n'y a pas de sensation de chute non plus au moment du décollage. On peut pousser un peu le truc, sentir un peu léger, mais en vérité, en décollage normal, il n'y a pas du tout de sensation de chute. En fait, on se sent progressivement porté. À un moment, c'est le sol qui s'éloigne. Ouais. C'est visuel, mais c'est pas, il n'y a pas cette sensation de vertige. Et il y a tellement de gens qui ne vont pas faire cette activité-là parce qu'ils pensent qu'ils... J'arrive à les convaincre, certains, et ils se mettent en l'air et puis ils constatent qu'en fait, on n'a pas le vertige de fait. Il faut quand même lâcher prise, il faut quand même avoir l'envie d'y aller. Il ne faut pas se renfermer sur soi au moment où on est en l'air. Mais... pour s'en rendre compte. Si on ferme les yeux et qu'on est là en mode ah j'ai trop peur, je veux pas voir. Bon ben on saura jamais si on a le vertige ou pas. Ouais. Mais en fait ouais non c'est pas une sensation qu'on a du tout en parapente. Ok, bon bah plus d'excuses vous qui nous écoutez. Par moment je vois que tu as un passager un peu particulier. Tu fais voler ton chien avec toi. Je crois que c'est un samoyed, c'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, ça se passe comment en fait? Est-ce que tu commences à l'habituer en gonflage
Alors, nous, on n'a pas trop fait les choses en respectant trop ces étapes-là. J'ai commencé à voler avec notre chien, Mishka. Quand elle était toute petite, elle avait 2 mois, et on volait en tandem avec ma chérie, donc en tridem. Du coup, voilà, on a toujours été à l'aise. Aujourd'hui, je ne saurais pas dire. Elle est zen en l'air. Elle s'en fiche un peu. Je pense qu'elle est contente qu'on l'embarque en balade. Et il est hors de question qu'on l'abandonne là-haut. Bah, oui. Donc elle vient encore volontiers voler avec moi. Ouais, Elle me fait la fête à l'atterrissage. Okay. C'est bien, tu m'as gardé en vie. Et puis elle revient les fois d'après. Je pense que c'est plutôt elle nous fait confiance. Je pense qu'elle était plus à l'aise quand elle était petite qu'aujourd'hui. Parce qu'en fait, quand elle était petite, on pouvait la mettre sur nos genoux. Donc Oui. elle était quand même habituée à avoir ses pattes qui touchent, à avoir un contact avec le sol. Enfin, avec le sol, avec nos jambes. Avec vous, ouais. Là, maintenant, ça va mieux. Mais au début, quand j'ai commencé à la mettre dans le harnais avec les pattes dans le vide, tu sentais qu'elle allait chercher mes pieds. Ouais. Maintenant, ça va. Elle est bien, là. Elle est posée, elle attend. Elle regarde à droite, à gauche. Ouais. Ça se fait bien, c'est super pratique pour quand on fait des randos. Bah oui. Du coup, on peut faire 2 heures de rando avec elle et puis redescendre en volant avec elle, plutôt que de se dire ah bah non, on va faire du parapente, faut choisir, du coup pas de balade, alors qu'elle se régale, quoi. Et j'ai vu les vidéos de décollage, donc tu décolles un peu les jambes écartées parce qu'elle est entre tes jambes, mais à l'atterrissage, ça se passe comment? Alors l'atterrissage hyper facile, hein, c'est comme un passager qui court pas. Le décollage, peut-être que là ça aurait mérité qu'on passe un petit moment en pente-école avec Mishka, parce que elle m'aide vraiment pas du tout, hein. Non. Et à partir du moment où je la mets dans le harnais, elle s'assoit et elle attend. Ok. Donc je la porte, hein, Ouais, comme un passager qui court pas. Mais léger, du coup, plutôt un enfant. Donc, ok. Bah trop cool. Bon bah Théo, aujourd'hui tu as une école qui s'appelle WeFly et qui est basée à Annecy. Pourquoi est-ce que tu as voulu créer ta propre école? Je pense que la première raison, c'est de pouvoir faire comme on a envie. Même quand c'est ton école, en fait, tu as toujours des choses à gérer, tu fais des erreurs, mais tu t'en prends qu'à toi-même et c'est à toi de l'améliorer. Je trouve ça plus facile. C'est pas forcément plus facile, mais je préfère ça à devoir faire comme celui qui est à l'école veut qu'on fasse. Ouais. Donc c'est vachement plus enrichissant, on a beaucoup plus d'énergie à faire, à travailler sur son projet. Donc ça c'est une idée vraiment que j'avais depuis longtemps. Maintenant, moi je suis plus un rêveur. Je gère la com chez WeFly et il fallait que je m'entoure de personnes qui soient plus entrepreneuses et puis sérieuses sur tout ce qui est gestion et tout ça. Et du coup, ça c'est arrivé en 2021. Et du coup, c'était l'occasion. Ça, en fait, j'ai cherché pendant longtemps lancer quelque chose. Et en fait, là, quand j'ai rencontré Charles et quand j'ai retrouvé Antoine, qui était un de mes amis d'enfance avec qui on volait déjà petit, avec qui j'étais au pôle, en fait, c'est arrivé un peu comme une évidence que c'était le bon moment de lancer ça. Et il a fallu se lancer, hein, ça nous a mis grave la pression. Mais voilà, on l'a fait, et vraiment, meilleure décision ever. Trop content d'avoir lancé ça. Trop cool, vous faites des choses assez déjantées, vous donnez tellement de plaisir à vos passagers. Par exemple, vous allez cueillir des pommes de pin en plein vol. Je ne le fais pas systématiquement, sinon je finirais dans un arbre, c'est sûr. Je le fais que quand les conditions elles sont bien, que tout s'y prête bien. Okay. On fait plein d'essais, des fois on n'y arrive pas. Et c'est un peu frustrant, du coup on est obligé de le refaire. Ouais. Mais ouais, ça c'est très rigolo. Et puis les passagers, ils en reviennent pas à chaque fois. Ils sont trop contents. Et puis aussi, par exemple, vous faites le tapis volant. D'où vous vient toute cette inspiration? Est-ce que ça fait partie de l'ADN de WeFly de faire des choses originales? Alors, on n'a pas inventé les choses originales. Ça fait des années que des mecs qui ont essayé plein de choses qui étaient bien plus fous que nous parce qu'eux, ils les ont fait pour la première fois. Ouais. Nous, on reproduit, on améliore à notre façon. Il faut pas faire cette manœuvre-là. Ok. Bon, on rappelle aux auditeurs et aux auditrices que les vidéos que vous voyez sont réalisées par des professionnels qui sont habitués, qui ont des milliers et des milliers d'heures d'entraînement dessus. Donc voilà, je vous invite à ne pas les reproduire. En parlant de vidéos, vous avez eu cette année à l'Icard du cinéma, vous avez eu l'Icard Maboul pour votre film We Fly & Co.
Comment vous est venue l'idée de faire un film? Donc c'était un court-métrage, et puis de l'envoyer, l'exposer à la Coupe-Car, Alors, c'était etc. pas du tout notre idée, hein. Ok. Non, c'est Stéphanie qui travaille pour la Coupe-Car, qui un jour m'appelle et elle me dit vous voudrez pas présenter un petit truc pour un petit film pour les Icars du cinéma. La première fois, c'était par mail. La première fois qu'elle nous a contacté, c'était par mail. Et à ce moment-là, je pensais encore qu'on pouvait faire des vidéos en verticale. Et du coup, au téléphone, je lui pose la question, est-ce qu'on peut faire des vidéos en verticale? Elle m'a fait, bah non, c'est un film, c'est en horizontal. Alors là, j'ai pris une petite goutte de sueur, je suis là, bah non. Va falloir tout refaire, tout fait, hein. filmer. Ouais. C'est ça. Alors heureusement, on avait beaucoup de rushs à la 360 qu'on avait pu récupérer. Donc faire des rushs du coup remettre des rushs à l'horizontale. Toutes les rushs que j'avais pris à partir de la GoPro 10, en fait le capteur, vu qu'il est assez grand, on peut recroper et remettre à l'horizontale. Ça a été une petite galère, mais on a quand même sorti quelque chose du coup avec Mikey qui était au montage. Donc Artefact Prod qui a vraiment pris à cœur le projet, vraiment la vidéo, l'âme de la vidéo, c'est Mikey. Nous on a fait les rushs et tout ça. Il a filmé une bonne partie des rushs aussi. Tous les rushs qui sont filmés plan extérieur, c'est Mikey. Okay. Il était en biplace avec vous? C'est ça. Ouais. Il y a quelques rushs quand même au drone et quelques rushs en FPV, où c'est pas Mikey, mais sinon tous les autres c'est Mikey. Donc lui, il a fait pas mal de vidéos, et c'est lui qui a fait le montage, et c'est lui qui a créé l'histoire de la vidéo. Donc voilà, c'était un projet lancé par Stéphanie, et le prix, l'Icar Maboul, il a été inventé pour nous. Wow. Et en fait, la vidéo, c'est vraiment un résumé un peu de toutes les vidéos rigolotes qu'on a pu faire les premières années de WeFly. Voilà, c'est un peu un résumé de tout ça. Il est uploadé sur YouTube, il faut que je fasse la description et que je la publie. Ouais, j'allais te demander où est-ce que les auditeurs et les auditrices qui n'ont pas été à la Coupe-Car peuvent voir. Ouais. Quand le podcast sera lancé, normalement, j'aurai publié la vidéo. Donc tout le monde pourra la regarder sur la chaîne YouTube de WeFly. Ok. Bah, trop cool. Et félicitations encore pour votre prix. Est-ce que vous avez des projets pour l'école prochainement que tu souhaites partager avec nous? On va continuer dans l'esprit de WeFly. On a intégré Meryl, Meryl Delferrier, qui est connue un petit peu dans le milieu, 4 fois championne du monde. Rien que ça. Donc voilà, avec son dynamisme et tout ça, qui se lance dans le base jump aussi. Donc c'est bien, c'est un truc qu'on va pouvoir partager, et je pense que ça va donner aussi lieu à des nouveaux projets un peu différents de ce qu'on a pu proposer jusque-là, puisqu'il n'y a que moi qui sautais. Donc ça, c'est cool. Je pense qu'on va continuer à faire ce qu'on fait. Nous, en interne, WeFly, on essaye de vraiment qu'il y ait un bon engrenage, simplifier un peu tous les aspects de l'entreprise et tout ça. Même si ça ne se voit pas trop de l'extérieur, en fait, plus le temps passe, moins on dépense d'énergie dans plein de choses qui nous prenaient beaucoup de temps à l'époque. Donc l'objectif, c'est de faire tourner WeFly parfaitement, de continuer à augmenter le volume, en sachant que nous, vraiment, c'est pas l'ambition de grossir. Le rêve de WeFly, ça serait de tourner à 5 avec un pilote toujours qui est en congé et qui tourne comme ça, et que WeFly tourne à 100%, mais qu'il y ait toujours un pilote qui puisse prendre un peu des jours et tout ça, pour qu'on puisse voler pour nous. Voilà. L'idée, c'est pas de faire plus, mais c'est de faire mieux. Je pense que de l'aspect extérieur, ça va pas trop changer pour ceux qui viennent chez nous et tout ça, mais en interne, il y a pas mal de choses à améliorer, et j'espère qu'on gardera toujours cette énergie pour faire des projets et tout ça. C'est ça qui nous fait kiffer, donc je pense que ça continuera comme ça. Eh bien, bon courage pour la suite, kiffez bien. Merci. Maintenant, on va parler un petit peu des passagers que tu peux avoir en biplace. J'ai préparé une petite liste de questions, je pense qu'on ne pourra pas tous les faire. Pour commencer, est-ce que tu as déjà eu un passager qui a complètement paniqué en vol? Mais genre, vrillé, une fois que vous êtes en l'air. Et comment est-ce que tu as géré la situation? Ça m'arrive pas énormément, parce qu'en fait, j'arrive à les mettre quand même bien à l'aise. Donc je limite quand même pas mal la casse. J'ai par exemple jamais eu de passager qui est tombé dans les vapes ou quoi, ce qui est déjà arrivé à quand même pas mal de mes collègues. Ça reste quand même exceptionnel, hein. Okay. Mais des gens qui font des petits malaises vagos, qui ont les jambes tendues à l'atterrissage. On se pose à l'atterrissage l'été, par exemple, plus la chaleur, tout ça, le stress et tout ça, ça arrive quand même assez régulièrement. Mais ouais, j'ai eu des passagers particuliers. J'en ai une qui avait la tourette. Oh waouh. J'étais mort de rire derrière. Alors c'était rigolo parce que elle avait conscience.
À chaque fois, elle me lâchait des excuse-moi. C'est bon. J'ai dû dire pas de souci, t'inquiète pas, genre au moins 50 fois pendant le vol. J'ai compris, c'est bon, t'inquiète. Et ça, c'était très très drôle. Mais je pense qu'elle, pour le coup, je sais pas trop à quel point jauger son stress, c'était pas évident. Mais elle était un peu stressée. Donc je pense que ça a encore plus amplifié son truc. J'ai eu ça. Après, des gens stressés, j'en ai eu très souvent où vraiment ils osent pas prendre de la hauteur. Donc tu fais tout le vol à ras le relief. Ouais. Et genre, j'en ai eu une fois, genre j'ai jamais pu aller jusqu'à l'atterrissage. On a suivi la forêt Ok. jusqu'à poser dans le premier champ qu'il y avait. Oh. Et genre, dès que je m'éloignais un peu du relief, je sentais qu'elle était vraiment en panique. Du coup, voilà, j'ai eu ça. Et puis après, de toute façon, chaque passager, c'est des personnalités différentes. Oui, oui, Donc, oui. c'est Ok. ça qui est beau aussi dans mon métier. Voilà, j'ai pas mal, il y a pas mal de gens qui pleurent avec l'émotion. Je pense que le tandem fait que les gens ils sortent un peu de leur zone de confort et du coup ils se lâchent un peu plus et ils te racontent beaucoup de choses qui sont ultra personnelles et voilà, c'est très intéressant euh, d'avoir ce côté-là des gens. Ça permet de moins juger les gens aussi. Euh, voilà. Il y a du beau chez tout le monde. Quel est le plus gros fou rire que tu as eu avec un passager ou à cause d'un passager? Je pense que les cris des gens, des fois, me font énormément rire. Surtout quand ils sont disproportionnés. Ouais. Genre, on a des gens, vraiment, on peut leur retourner la tête aussi fort qu'on peut. Ils sont là. Tu leur dis, ça va, t'as kiffé? Ouais, c'était cool. T'es là. Ok, voilà, ça va être compliqué de faire plus, Ouais. c'est un peu frustrant. Et il y en a d'autres, tu n'as pas commencé, tu fais un petit virage, ils sont déjà à 100%, et tu leur fais un tangage, et là c'est too much, quoi. Une petite coup de balançoire, et là c'est too much, et ils hurlent et tout ça. Ouais. Et moi, ça, c'est vrai que ça me fait un peu rire. Et c'est pas méchant, c'est pas un peu moqueur, mais c'est vrai que là, du coup, je me tape des barres de rire. Mais non, j'ai eu des barres de rire. Est-ce que tu as déjà eu un passager qui voulait piloter? Déjà, je sais pas, est-ce que ça t'arrive de passer les commandes aux passagers ou pas? 99,5% du temps. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu as déjà eu un passager qui voulait piloter, mais qui a un peu fait de la merde et qui vous a potentiellement mis en danger? Ça m'est arrivé une fois. En fait, on se méfie vachement des passagers qui sont solides, gros bonhommes, musclés et tout ça, qui peuvent vraiment avoir une incidence sur le pilotage. S'il choisit de tirer, toi, tu vas pas réussir à faire grand-chose pour lui reprendre la commande, ça va être difficile. Donc, on se méfie de ces passagers-là, et un peu moins des enfants et tout ça. Et en fait, parce que tu me dis, bon, de toute façon, il ne peut rien se passer. Et moi, je faisais faire un peu des virages à mon passager. Alors, c'était au début de ma pratique. C'est quelque chose que je fais plus trop aujourd'hui, mais je faisais faire des petits wings à mon passager, des petits, hein, légers. Donc là, ça se passe bien. C'était un gamin qui avait 14 ans, ouais, 10 ans, ouais, peut-être 10 ans, ouais, tout jeune, vraiment. Je suis pas inquiet. Je lui fais faire un petit virage, donc un 360, petit 360 sur un tour, je suis pas inquiet. Et en fait, au moment où je lui dis relève un petit peu la main, en fait, je fais pas gaffe, mais il tire complètement à l'opposé. Et en fait, au moment où je me rends compte, en fait, on est déjà un peu au-dessus de la voile. Il s'est rien passé, hein. Ouais. On n'avait pas des grosses amplitudes. Par contre, moi, ça m'a vachement surpris. et je n'étais pas du tout maîtrisé. Voilà, j'ai arrêté complètement de faire ça. Aujourd'hui, je leur fais faire du tangage et tout ça, des petits mouvemts pour qu'ils captent les mouvements de la voile. Mais je reste vachement sur des amplitudes ultra minimes et je me méfie autant des gros bonhommes que des gamins. Alors, quand je dis des gamins, quand ils ont 3 ans et qu'ils n'ont pas de force, je ne suis pas inquiet, mais dès qu'ils peuvent commencer à descendre la main, tirer sur la commande, vraiment, je suis ultra vigilant sur tout ce qu'ils peuvent faire et tout ça. Ce qui semble normal en soi. Mais avec l'habitude et tout ça, on peut perdre un peu de vigilance à ce niveau-là. Voilà, petite surprise avec un passager. Est-ce que tu as déjà refusé de faire voler un passager? Alors, je pense que ça pourrait m'arriver, mais c'est pas encore arrivé. Peut-être eu juste de la chance. Je me suis déjà retrouvé. Mais je pense qu'au début de ma vie professionnelle, j'ai fait voler des gens où aujourd'hui peut-être je les ferais pas voler. Des gens qui étaient complètement ronds à Courchevel, Ah oui. où on n'arrivait même pas à échanger 2 mots et tout ça. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était peut-être pas forcément la meilleure des idées, mais c'était à ski, donc un peu plus facile et tout ça. Pour toi, à quel moment tu te dis ça, c'était un biplace réussi? Quelles sont les choses qui font que tu apprécies ton vol et que ça, tu dis ça, là, ça s'est bien passé? Si la personne a passé un bon moment et si la personne a envie de revenir. Ça, c'est vraiment. Si la personne, elle me dit à la fin, j'ai envie de le refaire, c'est mission réussie, quoi. Maintenant, si elle me dit pas forcément qu'elle a envie de le refaire, mais qu'elle a réussi un moment à apprécier un moment du vol, surtout si elle avait beaucoup d'appréhension à la base et tout ça,
Je me dis, bon, ben, c'est une petite partie de la mission qui est réussie. Peut-être que cette personne reviendra, peut-être qu'il faudra du temps. Mais voilà, déjà qu'elle ait pu passer le cap, réussir à le faire dans de bonnes conditions, bah, c'est déjà un pari gagné. C'est sûr que c'est un peu frustrant, ça arrive rarement, mais quand les gens te disent, ouais, pas trop mon truc et tout ça, je pense que ça peut pas être le truc de tout le monde, donc voilà, faut l'accepter. Moi, je suis ultra passionné, donc forcément, je me dis ah mince, j'ai peut-être loupé quelque chose et tout. Comment ça, c'est pas Qu'est-ce ton que j'aurais truc? pu faire mieux et tout. Mais globalement, les gens, pas trop le souvenir des gens qui ont dit ah non, j'aime pas le parapente quoi. En même temps, comment tu fais tes biplaces, c'est très compliqué de pas apprécier, je pense. Ouais, j'ai des fois des gamins avec 14 ans, tu te dis mais ils kiffent vraiment là, genre ils ont l'air blasés de ouf. Tu leur dis et toi tu kiffes quoi dans la vie? Et ils te disent les jeux vidéo. Très bien les jeux vidéo, j'aime bien les jeux vidéo. Mais du coup tu te dis ok bon bah lui là je l'aurais pas là. Ouais. Tu fais un petit 3-6 et là tu vas le réveiller. Mais non je fais même ça. Ouais, non, des fois c'est mort, tu peux tout faire. Ok. En tout cas moi des fois je pense qu'il me manque encore des trucs pour faire les déclics, mais c'est très très rare. Quel type de passager te met le plus à l'aise et au contraire, quel passager ou comportement te met mal à l'aise? Je pense que je suis ultra ouvert et j'arrive à vraiment faire abstraction de certaines choses pour vraiment que la personne elle passe un bon moment et pas être dans le jugement ou même pas faire une mauvaise prestation à quelqu'un qui me serait antipathique. Et je sais qu'il y a des choses, il y a des petits trucs, des petits gestes et des fois c'est tout con, mais ça c'est très personnel. Les gens qui jettent leur mégot par terre avant de rentrer dans la navette, je sais que ça me c'est en soi, on fait en niveau pollution, on fait des trucs extrêmes et c'est pas ça qui va changer les choses, mais le geste, pas fou. Pareil, la dernière fois on fait voler quelqu'un, elle enlève ses élastiques, ces trucs qu'elle veut pas perdre, enfin ou j'en sais rien, elle les jette par terre, au décollage. C'est très rare, mais c'est des petits trucs comme ça où moi je sais que je dois faire un gros travail sur moi sur le moment. Je les prends, je les jette et tout ça. Je veux même pas forcément, même des fois, pas forcément faire la réflexion aux gens. Je vais moi les prendre et les jeter. Je prends sur moi de ouf à ce moment-là. J'ai pas envie que ma réflexion ou quoi impacte la prestation. Et je sais qu'il va falloir que je fasse un gros travail sur moi, sur le moment, pour rester super cool et qu'elle passe un bon moment, quoi. Mais La patience et que passer ça. ça et passer ce cap-là, après j'oublie, ça va, j'oublie vite. Et puis en fait, cette personne-là, en l'occurrence, qui avait pris ses chouchous barrettes et tout ça, qui voulait que ça passait pas dans le casque, elle les a jetés par terre. Et passer ça, en fait, on a passé un super bon moment en vol. Elle m'a invité dans son bled et tout ça. Et genre, j'étais là, ah, j'ai été bon là, parce que vraiment, moi, la personne, au début, là, j'avais du mal, quoi. Mais ouais, c'est plus socialement, ces petites actions-là, mais après, vraiment, je trouve toutes les personnes quand même intéressantes. Il y a des bons moments à passer avec tout le monde. Ça veut pas dire que ça serait forcément mes potes, hein, mais pour 45 minutes, c'est ça qui est bien en tandem. C'est que les meilleures personnes ou les pires, tu les as pendant 45 minutes, 1 heure. Et après, tu gardes contact avec eux si tu veux, ou bien tu n'en entends plus jamais parler. Et voilà, c'est facile. Et en enseignement, tu les as pour 1 semaine. Donc au bout d'une semaine, c'est long hein, si tu dois apprendre sur toi. Moi, tu dis ouais, t'es patient et tout ça. Je suis patient pendant 45 minutes. Au pire, voilà. Et ça, c'est 5% des gens qu'il va falloir faire un travail sur soi pour faire une belle prestation parce que des fois, le feeling passe pas de ouf. Mais en fait, globalement, ça se passe super bien. Et puis les gens, ils viennent kiffer. Donc c'est facile. Ils viennent là pour passer un bon moment. Ils sont cool. Si j'entends bien, une autre problématique, c'est les passagers qui s'assoient avant de décoller. C'est la grande crainte des parapentes, des moniteurs, ça. Ouais, voilà. Comment est-ce que tu gères ça? En parapente, pour décoller, il faut de la vitesse. Voilà. On ne se jette pas dans le trou, c'est pas un saut. Vraiment, c'est une course progressive. Et puis on se sent porter. Faut de la vitesse. Alors quand il y a du vent, c'est pas trop un problème. On est aidé par le vent. Si quelques pas suffisent, on peut aussi se faire aider par les collègues. Quand il n'y a pas de vent et qu'il faut vraiment courir, c'est là que ça devient un peu problématique. Ça peut être un peu stressant pour un moniteur. Enfin, c'est stressant pour un moniteur parce que il joue sa saison, il joue sa santé. S'il se met une boîte, il se met une boîte avec le passager. À ce moment-là, c'est un peu là où tout le travail du briefing, de mettre en confiance les gens, de réussir à leur expliquer comment faire, qu'ils visualisent bien comment faire, qu'ils comprennent un peu la sensation qu'ils vont ressentir, qu'ils soient conscients des risques, mais sans prendre trop peur. Donc voilà, c'est tout ça. Mon briefing, ça fait depuis que je fais ce métier-là que je le perfectionne. Chaque année, je me dis il est mieux que l'année dernière. Et l'année suivante, je me dis cette année, je l'ai un peu amélioré encore. En fait, on n'arrête pas.
c'est très personnel, chacun fait le briefing un peu à sa façon. Moi, j'ai l'impression que mon briefing, il est bien. Et en fait, je me rends compte que j'apprends des briefings des autres aussi tout le temps. Donc, c'est bien aussi de travailler avec plein de gens. Moi, je sais que mes briefings, ils sont ultra... j'essaye vraiment de faire prendre conscience aux gens que, genre, si ça va mal se passer. Je leur cache pas ça. D'ailleurs, je leur parle du fait de s'asseoir. Je leur cache pas ça non plus. Par contre, une fois passé ça, et ça me prend un peu de temps, j'essaie vraiment de les mettre en confiance et de leur expliquer qu'en fait, c'est facile de décoller. Vraiment facile. Qu'ils en sont tout à fait capables. Que moi, je suis là derrière eux pour les aider, pour leur rappeler si jamais ils font mal, et que c'est assez rapide, et que voilà, et que ça vraiment, et que la sensation est agréable. Et en fait, passer ça, même s'ils savent qu'il y a des risques, mais qu'ils comprennent que c'est facile et qu'ils vont kiffer, ça se passe bien. J'ai comme tout le monde des passagers qui s'assoient, mais j'ai l'impression d'en avoir beaucoup moins qu'au début de ma carrière de moniteur. Et surtout, en fait, aujourd'hui, si je suis sur un décollage et que je me dis, là, si mon passager s'assoit, je suis dans la merde, c'est le moment où je vais me dire, peut-être faut pas décoller. À ce moment-là, je peux me faire soit j'ai la possibilité de me faire aider et ça compense. Mais en général, je me dis, ok, ce passager, je pars du principe que tous mes passagers vont s'asseoir. Si mon passager s'assoit, je dois avoir la marge de sécu pour faire en sorte que ça passe quand même, pour pas me mettre une chaleur. Je me mets, je pense que ça doit faire, les 3 dernières années, j'ai dû me mettre 2 petites chaleurs vite fait, et encore, rien à voir avec ce que j'ai pu me mettre au début de ma carrière, mais où je suis là en mode, c'est passé un peu plus près que prévu, mais ça n'a même pas frotté. Donc, ouais, il faut se mettre une marge de sécu. Et aujourd'hui, quand un passager s'assoit, et j'en ai au moins 30% des gens qui s'assoient, ça me fait ni chaud ni froid. Avant, ça m'énervait. Ça faisait des hauts, des bas. Je savais plus comment réagir. Des fois, j'avais envie d'engueuler le passager. Et en fait, aujourd'hui, vraiment, je me dis juste, ouais, en fait, ça fait partie du taf, quoi. Il y aura toujours des passagers qui s'assoient. Faut faire en sorte dans son briefing que ça arrive le moins possible. Faire une sélection aussi sur ses passagers. Et puis surtout, la personne elle est là pour kiffer, aussi bien intentionnée qu'elle soit. La peur, l'appréhension de ça peut faire qu'elle va s'asseoir. Donc, ça fait partie du taf. Mais c'est sûr que le danger quand tu es moniteur de parapente, surtout en tandem, c'est le décollage. Hein. Après, une fois que tu as les commandes en main, il ne peut plus t'arriver grand-chose normalement. Eh bien, ceux qui nous écoutent, s'il vous plaît, restez debout, Restez bien debout. Voilà, jusqu'à ce que le moniteur vous dise de vous asseoir. Voilà, ouais, juste. C'est ça. Exactement. Bon, as-tu déjà fait voler un enfant en bas âge ou une personne très âgée? Bas âge, ça peut dire quel âge? Je dirais avant 3 ans à peu près, je pense. Je sais pas. Ah oui. Quel âge le plus jeune que tu as eu? Ça arrive pas souvent, mais j'ai vu des enfants qui ont 2 ans et demi, 3 ans. Hein. C'est quasiment tous les ans. Ok. Ouais. Là, ça pose aucun problème. Hein. En soi, tu te dis, parce que tu voles tout seul. Ils confient leur bébé, quoi. En soi, c'est un humain comme un autre, en fait, peu importe l'âge. Mais c'est vrai que ça fait une petite sensation bizarre. Moi, je sais que j'adore faire voler les gamins. Ils sont vachement moins stressés que les adultes. Mais c'est vrai que je ressens toujours, je me dis putain, les parents, ils ont confiance, quoi. Enfin, ils confient certes leur enfant à un professionnel, mais il y a de tout dans les professionnels. Il y a des bons et des mauvais plombiers, quoi. Ouais. Donc ils savent pas, ils partent du principe qu'on est professionnel et ils nous confient leur gamin qui a 2 ans et demi, 3 ans. De toute façon, on en prend soin comme tous les autres passagers, mais moi personnellement, c'est vraiment un truc qui m'est propre. Ça me met toujours un tout petit peu mal à l'aise, mais j'adore les faire voler et ça se passe toujours très bien. Ok. Et des personnes âgées, la personne la plus âgée que j'ai fait voler, elle avait 96 ans. Waouh. Et voilà. Déjà pour décoller, ça s'est passé comment? Bien, on choisit les conditions à ce moment-là. Ouais, on décolle dans du vent, on prévient bien de prendre le meilleur credo de la journée. Et bien sûr, pour le coup, le moindre doute. De toute façon, passé un certain âge, en fait, si on se casse quelque chose, ça devient très compliqué pour la suite, la rééducation. Et puis à cet âge-là, c'est très très compliqué. Donc vraiment, bien sûr, hein, tous les vols, on ne veut pas qu'il y ait un accident qui arrive, mais dans ces cas particuliers-là, où on sait que la conséquence d'un petit bobo, même mineur, aura, du coup, on fait plutôt demi-tour s'il y a le moindre micro-doute, et on choisit les meilleures conditions. Mais ça se fait très bien.
L'atterrissage peut se faire aussi tout en douceur et tout ça, on peut se faire assister. Quel est le plus beau remerciement ou retour que tu aies reçu ou que tu puisses recevoir de la part d'un passager? Ah, c'est vrai que les gens qui sont en pleurs sous l'émotion et tout ça, qui me font des gros câlins et tout ça, ça, souvent des câlins à l'atterrissage, les gens ils sont no filtre et vraiment ils te montrent à quel point ils ont passé un bon moment et ça c'est super gratifiant. Ça me donne toujours envie de faire mieux. Il y en a, je pense qu'ils sont tous ces moments-là, ils sont bien. Il n'y en a pas beaucoup qui sont mieux que d'autres ou quoi. Ouais. J'ai le souvenir quand même, j'ai fait voler un milliardaire. Oh. Qui avait tout ce qu'on peut imaginer Ouais. qu'a un milliardaire. Il est venu en jet, il a un méga yacht, un yacht pour ses jouets, je sais pas combien de villas partout. Et il m'a dit à l'atterrissage, c'est la meilleure chose que j'ai fait de ma vie. Oh, Je suis là, wow. mec, moi j'aurais ta thune, j'aurais un hélico, j'aurais tout ça, et que je verrais plein d'autres choses que le parapente pour kiffer et tout ça. Et toi tu me dis que ça t'as kiffé. Je lui dis bon bah écoute, tu sais que le parapente c'est cool ou toi t'as vraiment kiffé quoi. Ça, je m'en souviens. Ouais. Mais c'est pas, en soi, c'est pas, c'est de manière cartésienne, c'est ce que j'ai retenu. Mais en soi, vraiment, moi, juste la réaction des gens, les merci à l'atterrissage, juste le feeling que j'ai avec les passagers après qu'on ait volé, ou le fait qu'ils reviennent plusieurs fois, c'est ça qui me nourrit vraiment le plus, quoi. Le contact humain et On va finir peut-être sur une touche un peu plus émotionnelle. Quel est le passager qui t'a le plus touché? j'en ai plein des passagers qui m'ont touché. Ouais, allez, une histoire. Ouais, souvent c'est les histoires un peu tristes qui touchent. Des gens qui se mettent en l'air après le décès de leurs proches ou quoi et qui viennent un peu dépasser ça pour se rapprocher un peu d'eux ou pour faire un truc qu'ils avaient prévu de faire ensemble et tout ça. Ça me touche énormément. Ah, c'est pas très joyeux, hein, mais Non. ouais, je vais essayer de trouver un truc joyeux. Non, mais c'est touchant. Enfin, c'est quand même joyeux d'une certaine manière que la Oui, bah, personne c'est ait des bons pu moments, ouais. honorer Ouais. l'objectif qu'ils avaient en commun. Donc, ça reste très beau quand même. Mais ouais, c'est vrai que ces vols-là, j'en ai plein qui me viennent en tête. Alors, j'ai une anecdote. C'était les premières années. J'ai eu une demande en mariage en l'air. Waouh. Ouais, on en a plein des demandes en Ouais. mariage. Celle-là, ça n'a pas abouti. Elle me l'a- Oh, c'est terrible. C'était un peu malaisant quand même. Du coup, on vole côte à côte. Et puis, du coup, c'est lui qui fait sa demande. Du coup, moi, j'étais avec lui. Et elle lui lâche un... Mais laisse-moi profiter, arrête avec tes questions. Et là, gros blanc, chacun part de son côté. Je savais plus quoi dire. Après, on a commencé une conversation histoire de changer de sujet, mais Ouais. tu sentais que c'était pas du tout naturel. Ouais. C'était un peu Et forcé. voilà, après, je sais pas ce qui s'est passé et tout ça. Mais J'aurais pas aimé être à ta place. les boules. J'étais super mal à l'aise. Et il y en a une autre. Ouais, vas-y. Ça me fait rebondir sur une chose quand les gens disent oui, là, tu volerais toi dans ces conditions-là, est-ce que vraiment tu kifferais et tout ça? Non, je pense que voler c'est super cool. On vole des fois dans des conditions qui pour nous parapentistes vraiment sont pas intéressantes. C'est un vol en parapente pour les gens, même si c'est court, même si des fois c'est une ligne droite. Il y a des gens, ils pètent des câbles tellement qu'ils sont refaits. Donc pour moi, c'est jamais un argument. Ouais. Il n'y a pas de vol moins bien en fait. Un vol en parapente, c'est cool. Bien sûr, on peut faire toujours mieux. S'il y a des vols pas bien, c'est quand tu te retrouves vraiment dans des conditions dangereuses et tout ça. Ça faut pas reproduire. Mais en soi, même un vol pas forcément intéressant pour nous peut l'être vraiment pour un passager. Un jour, on se met en l'air. C'était pareil, premières années et tout ça. C'était une chinoise, je me rappelle. Et puis en fait, on arrive à l'atterrissage et là, on se prend un rideau de pluie. Bon, il arrivait un peu, mais il était vraiment plus gros que ce que j'imaginais. Et donc là, je suis là en mode, bon, bah, je vais vite poser. Et là, ma passagère, elle pète un câble. Refaite. Elle était hystérique. Genre, c'était dingue pour elle de prendre la pluie en l'air. Je sais pas pourquoi, c'était son premier vol. Mais genre, elle était comme une folle. Genre, elle m'a communiqué son kiff, quoi. Je pense que c'est la passagère de toute ma carrière de moniteur tandem qui a le plus communiqué son kiff. C'était un vol ligne droite en direction de l'atterrissage où on prend un rideau de pluie à la fin. Ok. Bon bah, on arrive doucement vers la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces anecdotes avec nous. Peut-être quelques questions sur le site d'Annecy, le site de la Forclaz. Alors, on entend souvent
Hein, donc c'est à toi de me dire si c'est vrai ou faux, ou qu'est-ce que tu en penses, etc. Ça sera que mon avis. Voilà, Vas-y, exactement, ça n'engage que toi. On entend partout qu'il y a beaucoup trop de biplaceurs au site de la Forclaz, des biplaceurs pro qui ne nous laissent pas voler tranquillement, voilà, qui arrivent, qui décollent trop vite, qui nous passent vent, etc. Est-ce que tu trouves que c'est vrai ou faux, legit ou pas? Il n'y a pas de fumée sans feu, hein, de toute façon. Je pense que la plupart des biplaceurs, ils sont respectueux. Je pense même la majorité des biplaceurs, ils sont très respectueux. On a cœur quand même qu'il y ait une bonne ambiance et tout ça. Maintenant, c'est la saison, avec tous les aspects professionnels qui peuvent nous mettre des fois un peu dans le jus. Donc voilà, on essaye de... Nous, par exemple, à WeFly, là, cette année, on limite à 8 vols, ce qui peut paraître beaucoup, mais en fait, on peut en faire beaucoup plus si on est dans la course. Voilà, c'est des petites choses qui font qu'on arrive à avoir plus de temps, à être un peu plus chill au décollage, à prendre plus le temps et tout ça, améliorer un peu aussi notre travail et puis l'ambiance qu'il peut y avoir là-haut, moins dans le speed quoi. Ouais, il y a du monde, hein, ça c'est sûr. Il y a du monde là-haut, on limite, enfin la mairie a limité à cause de ça le nombre de biplaceurs qui peuvent bosser là-haut. Je pense que de toute façon, c'est pas illimité le nombre de gens qui peuvent bosser là-haut. Là, c'est vrai qu'on commençait à être un peu beaucoup. En soi, ça se passe très bien entre moniteurs. Globalement, on a un peu nos codes, de manière de fonctionner pour se respecter les uns les autres et que ça se passe bien et d'avoir quand même un flux assez soutenu de décollage. On essaye de vraiment sensibiliser les gens pour leur dire, ben voilà, quand tu viens, tu prends ton voile en boule, tu te prépares derrière, hop, tu viens, tu fais la queue et tout ça. C'est pas un environnement génial quand tu fais du parapente en solo. Moi, clairement, j'aurais commencé le parapente là-dedans. C'est possible que j'en ferais pas aujourd'hui. Moi j'adore les gens, mais je déteste le monde. Et c'est parce que ça fait 13 ans que je bosse à la Forclaz que du coup, je suis habitué et que ça me fait plus grand-chose. Je me mets dans ma bulle, je sais où je vais et tout ça. En fait, ce qui se passe autour, je le vois plus trop. Okay. Quand il y a par contre un solo qui est devant moi, vraiment, et que je le vois, parce qu'ils sont stressés. En fait, dès qu'il y a un moniteur qui attend derrière, ils sont stressés. Donc vraiment, j'essaie de lui faire passer le message qu'il prenne son temps, qu'il n'y a pas de problème, que voilà, si je peux lui donner un tips ou deux, je lui donne, s'il en veut. Des fois, ils en veulent pas. Mais vraiment, j'essaie vraiment de faire en sorte que les solos se sentent bien. On peut faire des erreurs, hein, des fois, là, comme je disais, c'est la saison, et des fois, on passe à côté de certaines choses parce qu'on est concentré sur d'autres. Ça peut être Annecy, ça peut être un environnement stressant, surtout quand on débute. Tant qu'on est en école, on est encadré et tout ça, donc c'est géré par le moniteur et tout ça. Ça reste un endroit magnifique pour voler, hein. C'est vraiment très très beau. Pour la progression et tout ça, il y a plein de jolis sites autour aussi qui sont très sympas et qui méritent d'être pratiqués. Annecy, c'est un très beau site avec un très beau potentiel. C'est bien pour l'accro, même si c'est pas le meilleur site. Saint-Île, c'est pas mal aussi. Vérel aussi. Mais pour le cross, pour débuter, tout ça, l'environnement, il est quand même assez exceptionnel. Avec tous les aménagements qu'il y a autour et tout ça. C'est pas pour rien qu'il est connu, hein. Ça, on peut pas lui enlever ce mérite-là. Après, il y a plein d'autres très beaux sites. Celui-là est très médiatisé. C'est déjà une zone touristique de base, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de monde à Annecy. C'est ce qui nous fait bosser aussi. Difficile, hein, répondre à cette question. Non, je pense que c'est bien s'il n'y a pas plus de monde, ouais. Ouais, ok. Mais en fait, je pense que ça peut se gérer mieux avec le monde qu'il y a aujourd'hui, clairement. Et par exemple, si on parle d'accidentologie, clairement, c'est pas les tandems qui posent problème, hein. Il y a très peu d'accidents en tandem à Annecy. Des solos, juste moi, tout seul, allez, c'est 3 par an, j'appelle les secours, hein. Oh, wow. Donc, j'incrimine personne. Voilà, je pense qu'on peut vraiment améliorer la gestion au décollage et tout ça, encore le faire, même si je trouve que ça a déjà pas mal évolué. Et voilà, et puis communiquer sur placement au décollage, plein de choses. Mais franchement, je trouve que peut-être plus encore aujourd'hui, parce qu'on a conscience, c'est pas pour rien que tu me poses cette question, de tout ça, que vraiment, on est beaucoup de moniteurs à vraiment faire l'effort que les solos se sentent mieux au décollage. Juste donc pour rappel, si vous allez voler dans des sites fréquentés, n'hésitez pas à revoir les règles de priorité. Ça peut toujours sauver, parce que à Annecy, il y a pas mal de solos qui qui respectent pas forcément la priorité. Vrai ou faux, qu'est-ce que t'en penses? Il y a trop d'écoles de parapente à Annecy. Alors trop, c'est très subjectif. Il y en a beaucoup, clairement. Je pense que, je sais pas, il doit y en avoir bien 30. Oh, wow. Entre 25 et 30, ouais. Mais après, il y a des écoles, des fois, c'est 2 personnes.
Ben, moi, je vois pas ça d'un mauvais œil, en fait, du tout. Moi, je suis pour la diversité. En fait, chaque moniteur est différent, a une pédagogie différente, a des principes, des façons de faire différentes. Et en fait, bah, c'est tout aussi bien pour les passagers ou les élèves. Bah, chacun va chercher midi à sa porte. Il y en a qui vont vouloir cette pédagogie, il y en a qui vont chercher autre chose. Et plus il y a de possibilités, alors on peut certes s'y perdre un petit peu, mais en fait, plus on va trouver quelqu'un qui nous correspond. Donc, et puis c'est des gens qui bossent pour eux. Donc dès que c'est ta boîte, ben en fait, moi je sais que j'ai toujours été impliqué à 100% dans les boîtes dans lesquelles j'ai bossé, comme si c'était ma boîte. Mhm. Peut-être que je le suis quand même encore plus depuis que c'est ma boîte, mais en fait, chaque client, chaque passager, c'est ton passager directement. Donc tu as quand même plus de chances d'avoir quelqu'un en face dans une petite boîte parmi plein d'autres qui va se donner à 100% dans la qualité de la prestation qu'il va pouvoir t'offrir, s'il y a plus de boîtes, donc plus de gens Ouais. qui bossent pour eux, que si c'est une ESF avec 200 moniteurs qui ont des comptes à rendre que à leurs supérieurs, Ouais. mais qui au final, voilà, je dénigre pas forcément les moniteurs qui bossent dans les grosses boîtes, parce que en fait, bah, j'ai bossé dans des grosses boîtes et j'estime avoir fait du bon boulot à cette époque-là, mais et c'est le cas de plein de mes collègues, mais t'es rarement autant impliqué que quand c'est ta boîte. Et en fait, ben, quand c'est ta boîte, il y a forcément plusieurs boîtes. Donc moi, je trouve ça plutôt bien. Euh, je trouve ça plutôt bien. Voilà, après, c'est sûr que pour les clients, c'est pas évident. Parce que du coup, ils savent pas où aller. On va Ils faire une ont... étude de marché avant de Ouais, prendre c'est le. compliqué. Ouais. Donc voilà, ça se devient à l'affect et tout ça. Ok. Mais, mais du coup, ça fait des petites boîtes avec des petites ambiances plus familiales. Et en tout cas, moi, je trouve ça c'est bien. Ok. Ok, bah il y a des petites vibes différentes Ouais, du coup voilà, en c'est ça. fonction de l'école. Ouais. Euh, peut-être une dernière question qui peut-être risque de fâcher un petit peu, je sais pas. Non. Est-ce que tu es d'accord avec le propos? Le col de la Forclaz est un site victime de son succès et on devrait limiter le nombre de pilotes qui y accèdent par jour. Moi, je reste convaincu qu'avec une bonne organisation et de l'humanité et du respect et tout ça, en fait, il n'y a aucun problème. Le ciel est grand. Je suis pas tellement de cet avis-là. Maintenant, dans les faits, ben, clairement, vu comment on gère les choses, même si j'ai l'impression que ça s'est beaucoup amélioré et qu'on fait en sorte que ça s'améliore et de faire les choses au mieux, ben, dans les faits, c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué le monde à gérer. Et puis le monde fait pas ressortir forcément le meilleur des gens, donc limiter paraît la façon la plus facile de régler les problèmes. Du moment que le niveau il est assez élevé déjà parmi les pilotes tandem, ce qui est quand même le cas à la Forclaz, hein, la compétence des pilotes, l'organisation, le respect fait qu'en fait on peut, même en étant beaucoup, en fait ça pose un problème juste au décollage. Parce qu'en l'air il n'y a aucun problème. Mélanger les niveaux, c'est toujours un peu délicat. Comme on parlait tout à l'heure des priorités, en fait, un solo qui va avoir l'impression d'avoir la priorité, mais qui a l'espace de 4 voiles entre lui et le relief, bon, bah, faut bien lui faire comprendre qu'il n'est pas en danger, mais on va lui griller la priorité. Parce qu'en fait, genre, nous, si on se place à l'extérieur du relief par rapport à lui, ben, en fait, la personne qui a payé pour 30 minutes, elle va en faire 15, et puis c'est un peu compliqué. Et ça, c'est en continu, tout le temps. Donc, vraiment, l'idée, c'est de pas faire peur au solo quand on est moniteur, mais c'est vrai que c'est pas rare qu'on grille des priorités, mais quand on estime vraiment qu'il y a de la marge. Moi, j'ai pas envie de faire peur aux solos. Je m'imagine à leur place à l'époque où je débutais, pas cool. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des fois où ils doivent pas trop comprendre ce qui se passe parce qu'ils sont là en mode mais j'avais la priorité, il est passé le long du relief et tout ça. Donc bah ça, en fait, ils comprennent assez vite en volant avec l'expérience. On a des marges qui sont complètement différentes quand on fait entre 6 et 800 vols par an et quand on en fait 50 ou 100. Donc c'est sûr que mélanger tout ça, des fois c'est un peu délicat, mais si on est bienveillant, je pense qu'il y a vraiment moyen que ça se passe bien. Oui, je suis pas en train de dire qu'il faut qu'il y ait plus de personnes à la Forclaz, mais je pense que déjà, tout autant qu'on est, ça pourrait mieux se passer. Et on pourrait être plus, si on était plus bienveillant, ça marcherait aussi. Écoute, merci beaucoup pour tes réponses.
Je pense qu'on a le temps de faire juste quelques questions du croc. Donc, les questions à réponse obligatoirement courtes. Donc, c'est soit oui, non ou... Ouah, mais moi, je mets beaucoup de temps à Ah réfléchir. bah non, là, va falloir te forcer à répondre, enfin, donner des réponses super courtes. Alors, je vais mettre le petit chronomètre. On va mettre 2 minutes. C'est parti. Théo, quelle est ton aile préférée? Mon tandem. Bah, c'est quoi, du coup, comme modèle? Ah, Taku 6. Quel est ton site de vol préféré? Annecy. Ok, la Forclaz, je me dis. Ouais. J'aime bien Oli Denise aussi. Ok. Le ou la pilote qui t'inspire le plus ou qui t'a inspiré à tes débuts? Mon moniteur. Ah. Celui qui m'a appris le parapente. C'était un peu mon dieu au départ, Hervé. Aujourd'hui, il y a plein de pilotes qui m'inspirent. Une ressource à conseiller aux pilotes, donc un podcast, un livre, une musique, voilà, qui t'a aidé dans ta vie de pilote. Les décrochés. Merci pour la réponse. Est-ce que tu es un décroché? J'ai déjà sauté de mon parapente plusieurs fois, des Wow. centaines de fois. Le vol que tu rêves de faire? J'aime beaucoup les nuages. Ok. C'est un peu interdit, c'est un peu dangereux. Ok. Je pense que je le ferai en wingsuit. Parce que ça se fait dans un cadre légal. C'est voler le long d'un congestus, d'un gros nuage, et d'être un peu comme dans un rêve. Et je pense que ce sera en wingsuit, ça sera même encore plus stylé, parce que genre c'est moi qui vole, c'est pas ma voile. Ok. Mais ça c'est vraiment un rêve que j'ai toujours eu et que j'ai jamais trop osé faire. Ok. Bon, tu nous diras. C'était long, tu ça. nous donneras des nouvelles. Voler au lever ou coucher du soleil? Coucher Voler seul ou avec les copains? avec les copains. Voler solo ou en biplace? Biplace. Le pays dans lequel tu rêves de voler? Népal. Oh, waouh! Est-ce que tu as, et si oui, lequel, un objet fétiche sur lequel tu ne voles jamais? Non. Est-ce que tu as un rituel avant de décoller? Vérifier mes attaches. Ok, toujours. Trop peur. Ok. Dernière question, vol en montagne, en plaine ou en bord de mer? Montagne. Parfait, merci beaucoup pour toutes tes réponses. On arrive vers la fin de cet épisode. Théo, merci beaucoup pour toutes tes réponses, pour Merci ta à toi. patate, pour les sourires, les petites anecdotes. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux dire pour clôturer cet épisode? S'il y a un petit mot que je peux dire pour finir cet épisode, après 20 ans de pratique, c'était l'année dernière, je me suis fait surprendre dans des conditions aérologiques plutôt fortes. J'estime pas que je suis joueur, particulièrement dans ma vie de pilote, même si je peux, d'après certains pilotes, l'être un peu plus que certains. Je joue pas forcément avec les grosses conditions et tout ça. Et pourtant, je me suis quand même fait prendre et surprendre. Peut-être à un moment là où d'autres personnes auraient déjà fait demi-tour depuis longtemps, mais je me suis quand même fait avoir. J'ai pris une grosse leçon d'humilité, même si je pense qu'être assez humble de base aussi quand même. Et voilà, juste pour dire que faut jamais oublier que peu importe son niveau technique, même s'il est bon, on sera jamais plus fort que la nature, et qu'il faut garder beaucoup d'humilité et beaucoup de marge quand les conditions commencent à être un peu touchy, et encore plus quand on est en tandem, mais c'est vrai dans sa pratique solo. Que de sages conseils. Merci beaucoup Théo. Merci beaucoup à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci beaucoup Théo pour le temps que tu nous as accordé. Et puis je vous dis à un prochain épisode. Merci. Voilà les décrochés. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à laisser une note et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram les.décrochés. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et je vous souhaite de très bons vols.